les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenu les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Merci, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir ce matin, un dimanche matin, c'était pas forcément gagné. L'objet de cette rencontre, c'est de vous présenter l'association Acrimed pour laquelle je travaille. Moi, je m'appelle Nils Solari. Je précise qu'on a un stand au village des médias indépendants et donc on pourra poursuivre probablement les échanges après autour du stand au village des médias indépendants. On a 40 minutes, c'est assez court. Donc l'objet de la rencontre, en tout cas moi ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu l'association pour laquelle je travaille, la manière dont on mène notre combat, c'est les principes qui guident justement notre travail de critique des médias ainsi que quelques propositions qu'on soumet au débat public pour la transformation des médias, et puis réserver quand même un temps d'échange. Probablement, vous aurez sûrement des questions qui déborderont un peu de la présentation. Je l'espère qu'on aura un temps d'échange assez nourri, en essayant que je fasse un peu concis, ce qui n'est pas toujours mon fort, je ne vous cache pas. Donc je vais commencer assez vite. Acrimed, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore le bonheur ultime de nous connaître, c'est l'acronyme de Action Critique Média. Une association loi 1901 qui est née en mars 96 et donc qui vient de fêter ses 30 ans là tout récemment à la fin mars, et qui est née à l'origine par cet appel, l'appel pour une action démocratique sur le terrain des médias, dans la foulée du mouvement de novembre-décembre 95. Alors pour certains c'est un peu lointain, pour d'autres ça rappelle peut-être des souvenirs, un gros mouvement social autour notamment du plan Juppé, et notamment le sociologue Pierre Bourdieu, qui était sorti un peu de son rôle de chercheur et qui était intervenu plus dans le domaine social, cette fois-ci en lançant avec des chercheurs, des enseignants, des journalistes, des syndicalistes, des militants du mouvement social, ce fameux appel qui, si je vous le résume à très gros traits, avait pour vocation de critiquer la manière dont les grands médias traditionnels rendaient compte des manifestations, des mobilisations sociales, plus sous l'angle des violences urbaines, des bris de vitrine ou des poubelles qui brûlent, que sous l'angle des revendications. Et donc l'idée, c'était de porter un regard critique, un discours critique sur la manière dont les médias rendent compte, notamment des mobilisations sociales, mais en général de l'actualité plus globalement. Aujourd'hui, Acrimed, c'est une association qui regroupe plus de 1500 adhérents. On a changé notre siège social depuis 2 ans, puisqu'on est désormais basé à Rennes, à la Maison des Associations. Alors je précise une chose, c'est qu'on n'a pas de local, mais vous pouvez nous écrire à la Maison des Associations, et nous on est pour la plupart en télétravail ici. Ça n'empêche qu'on essaye autant que faire se peut d'organiser aussi des événements de plus en plus au niveau local. Et donc on s'est constitué en observateur des médias pour mener une critique radicale, indépendante et intransigeante. Je pourrais éventuellement revenir sur ces qualificatifs. L'objet d'Acrimed, c'est de faire ou de refaire de la question des médias une question politique. Politique au sens noble du terme, pas forcément partisan, mais plutôt de considérer qu'il ne peut y avoir de transformation économique, sociale, environnementale, sans se poser la question de la manière dont les médias rendent compte de l'actualité. Et donc qu'il faut pouvoir aussi informer, critiquer la manière dont se produit l'information aujourd'hui. Et donc notre démarche, elle tient en 4 axes, on peut dire. Informer déjà sur la manière dont se produit l'information, et notamment les conditions de production des journalistes, et faire la distinction, par exemple, entre effectivement ce que nous on appelle les petites mains de l'information, qui sont souvent très précarisées, face aux forces, aux figures publiques que l'on voit à la télévision, à la radio, qui elles ne sont pas du tout dans les mêmes conditions de statut, de rémunération, etc., et qui sont souvent plutôt à l'origine de lignes éditoriales qui privent parfois justement ces mêmes précaires de l'information de leur autonomie intellectuelle sur leur travail. C'est aussi contester l'ordre médiatique existant, et notamment sa concentration et sa financiarisation. Je vais un peu plus développer tout à l'heure sur ces points-là. Mobiliser pour faire en sorte que, si on s'est constitué en association, c'est justement pour que chacune et chacun puisse adhérer à l'association et prendre part à ce combat, encore une fois, pour véritablement faire de la question des médias une question politique. Et évidemment, on ne se cantonne pas à faire que de la critique des médias, on tente autant que faire se peut aussi de formuler des propositions sur lesquelles je terminerai cette présentation. Acrimed est né à la fin des années 90, début 2000, dans le cadre du mouvement altermondialiste, ce qu'on appelait à l'époque altermondialiste. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose peut-être, mais
Tout ça pour dire que Acrimed n'a jamais caché ses présupposés politiques. On est marqué plutôt à la gauche de gauche aujourd'hui, on dirait, ou en tout cas dans une opposition franche au néolibéralisme. Donc on ne cache pas depuis quel endroit on parle, sur le plan idéologique, on va dire. Ceci dit, cela n'empêche que cette critique des médias, on l'amène avec la rigueur des sciences sociales, la rigueur que doit avoir en fait tout bon travail journalistique également. Et si la chose vous intéresse, on a justement sur notre site un petit manuel de l'Observateur des médias qui avait été rédigé à l'époque en 2004 en partenariat avec PLPL pour lire pas lu, un journal qui avait été fondé notamment par Pierre Carl et qui par la suite a donné le plan B, qui a ensuite également disparu. Cette critique des médias, elle se traduit ensuite par divers supports sur lesquels nous la déployons, que ce soit notre site, dont vous avez une copie d'écran ici, sur lequel vous retrouverez aujourd'hui, alors je crois que c'est pas loin de maintenant de 7000 articles en accès libre, puisque je le précise, nous ne sommes financés que par dons et adhésions. On n'a aucune subvention et Bernard Arnault ou Arnaud Lagardère ne nous financent pas. On est financé que par les gens qui nous lisent et nous apprécient, et par les adhérents. Donc tous ces articles, vous pouvez les retrouver en accès libre, en Creative Commons, et les reproduire sur vos blogs, vos sites, etc., en mentionnant la source, bien sûr. On édite aussi un format papier qui s'appelle le Média Critique, dont vous avez également une copie, là, pardon, je suis un peu coincé, de la couverture, donc qui est un trimestriel que l'on édite depuis octobre 2011 et qui, avec le prochain numéro qui arrivera au mois de mai, sera à son 58e numéro. On réalise également des interventions, comme aujourd'hui, mais aussi à la demande d'associations, de syndicats, groupements, etc., qui nous demandent d'intervenir, de venir présenter nos travaux un peu partout en France. On édite également des ouvrages. Vous en avez un assez ancien sur médias et mobilisation sociale. L'avant-dernier, Les médias contre la rue, qui retrace un peu 25 ans de critique des médias. Et le dernier en date, Les médias contre la gauche, qui avait fait l'objet d'une parution en mars 2023. C'est la version bleue et la version en poche que vous pouvez également retrouver sur le stand, c'est pour la page de pub, qui a été réédité en avril 2025. Des articles, des ouvrages, un magazine. On est également présent sur la chaîne Blast, avec laquelle on a un partenariat depuis mai 2024. Et donc on réalise environ 2 à 3 vidéos par an à peu près, qui sont des vidéos un peu denses, hein, mais l'idée c'est de revenir sur une thématique en particulier et son lien avec les médias. Donc que ce soit les médias et la manière dont ils traitent les mouvements sociaux, la question de la guerre, la question du travail, du journalisme économique, mais également, parmi les premiers épisodes, on était revenu sur le traitement du conflit Israël-Palestine, ou également sur le rôle des médias dans l'ascension de l'extrême droite. Donc voilà, quelques-uns des exemples. Si vous ne nous connaissiez pas, en tout cas, vous avez peut-être déjà vu cette ressource, qui est peut-être la ressource la plus connue, que l'on édite en partenariat avec Le Monde diplomatique, et qui s'appelle « Médias français qui possèdent quoi ?» Cette cartographie, comme vous le voyez, elle recense la plupart des médias audiovisuels et de presse écrite en France qui sont possédés par de grands intérêts capitalistiques. J'ai nommé des groupes financiers, des banques, par exemple le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, mais aussi des milliardaires. J'ai nommé Bernard Arnault, par exemple, mais pas que, on pourrait parler de Saadé et autres. Mais également aussi des groupes financiers et des groupes industriels, voire militaro-industriels, qui possèdent ces mêmes médias. Et c'est à partir de là, une fois cette présentation faite, que je vais développer un peu plus les axes de notre travail, puisque, je vous l'ai dit, nos axes principaux, ce sont de s'attaquer à la question de la concentration des médias et leur financiarisation. Et donc, alors j'ai très peu de temps, hein, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail dans cet exposé, mais on pourra peut-être y revenir dans les questions-réponses. La concentration, si ça ne vous parlait pas encore, c'est le fait d'identifier que, en dépit d'une apparente diversité de médias, on a effectivement une certaine pluralité de médias qui existent en France. Eh bien, si l'on s'en réfère à cette carte, on s'aperçoit en fait qu'ils appartiennent à peu de mains, à peu de propriétaires. Et donc c'est ça qu'on l'on désigne par la concentration des médias. Ça se traduit ensuite par différents aspects. Hein. C'est évidemment un aspect économique. Effectivement, rien ne s'explique, tout ne s'explique pas par l'économie, mais en matière de médias, rien ne s'explique sans elle. Et donc, c'est le fait d'interroger, par exemple, le fait que aujourd'hui, Bernard Arnault, qui dispose de près de 80% de la presse économique en France, s'est interrogé la manière dont est-ce que ça garantit véritablement un pluralisme éditorial en matière de presse économique à partir du moment où la première fortune de France détient les principaux journaux qui parlent d'économie en France. Ça pose la question donc d'un pluralisme éditorial.
sur cette forme de concentration-là qui est horizontale, puisque Bernard Arnault possède différents titres qui, au départ, sont concurrents, mais qui pourtant traitent tous de la même actualité économique. On pourrait interroger aussi une concentration qui est beaucoup plus problématique, qui est une concentration de type congloméral, qui est celle du groupe Bouygues, par exemple, puisque, vous le savez peut-être, historiquement, le groupe Bouygues était centré sur des activités de construction, dont notamment des constructions d'infrastructures publiques qui dépendent de marchés publics. J'ai nommé des prisons. La prison de Vezin-le-Coquet, ici à côté de Rennes, a été construite par le groupe Bouygues. Vous avez une copie aussi de l'EPR de Flamanville qui, lui aussi, a fait l'objet d'un marché public et d'une construction par Bouygues. Mais vous le savez également, Bouygues, c'est depuis quelques années un FAI, un fournisseur d'accès Internet et de téléphonie mobile. Donc c'est aussi par le biais de Bouygues que vous avez accès aussi à des contenus qui sont eux-mêmes produits par les médias. Et Bouygues possède également une chaîne de télévision, et non des moindres, TF1, puisque c'est la première chaîne de France et même d'Europe en termes de part de marché. Et donc, on peut interroger aussi dans quelle mesure, notamment un grand groupe qui bénéficie notamment de marchés publics, peut se servir peut-être de l'un de ces médias, et notamment du média TF1, comme d'un levier d'influence sur le pouvoir politique. Et enfin, évidemment, comment ne pas interroger aussi la concentration. En tout cas, si cette question, aujourd'hui, on peut peut-être se féliciter qu'elle ait plus émergé dans le débat public, c'est probablement à la faveur aussi des agissements de Vincent Bolloré. Là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, mais évidemment, on a avec les agissements la prédation de Vincent Bolloré sur différents médias, mais pas que, la véritable construction ou la véritable consolidation d'un pôle réactionnaire avec à la fois des médias radio, de presse écrite et audiovisuelle qui finissent par être assez complémentaires dans la manière dont ils permettent d'imposer dans le débat public toute une série de thématiques. J'ai nommé par exemple la promotion en 2021 de Éric Zemmour, avant même que ce monsieur soit candidat. Je vous renvoie à différentes études qui ont été faites, notamment les travaux de Claire Secaille, dont vous avez une photo ici, mais aussi, je pense, aux travaux de Nicolas Hervé, qui est un chercheur qui travaille pour la revue de l'INA, qui avait justement passé au crible toute une série de matinales radio, mais aussi d'émissions de talk-show, et qui prouvait que sur les chaînes du groupe Bolloré, notamment le candidat Éric Zemmour, qui n'était pas encore candidat officiel, était largement la personne la plus citée avant même qu'il se déclare officiellement. Et donc, la création d'un véritable, ce que nous on a appelé un artefact médiatique, un construit, un produit médiatique, qui, du fait de cette chambre d'écho que sont les médias Bolloré, a obligé l'ensemble du champ journalistique traditionnel à se positionner aussi sur ces questions-là, comme ils le font aujourd'hui aussi sur des questions qui sont imposées un peu depuis la sphère Bolloré, notamment sur des questions identitaires, voire autoritaires. Cette question de la concentration, aujourd'hui, elle est relativement partagée, massivement, avalisée, même si au départ, la carte que je vous ai montrée était assez mal reçue par nos collègues journalistes de la presse traditionnelle. Mais vous retrouverez, notamment en ligne, et par le biais d'organes de la presse indépendante, j'ai nommé ici Bastin, de nombreuses infographies qui retracent de ces phénomènes de concentration en France et de l'influence que peuvent avoir des milliardaires, ici ils les appellent carrément des oligarques, vous voyez, en termes de journaux vendus, de parts d'audience, que ce soit en radio ou en télévision. Le problème de la concentration, finalement, mais qui de mieux qu'un ancien salarié de Bolloré pour nous la résumer, c'est le fait, même si je caricature à gros traits bien sûr, le fait qu'on ne mord pas la main qui nous donne à manger. Ça pose un problème en termes de pluralisme éditorial. Il y a beaucoup de médias, mais qu'ils appartiennent à peu de mains, on peut se demander justement quelle est la conséquence sur la production de l'information et son orientation en termes de ligne éditoriale et notamment sur le plan économique. Mais on peut aussi se poser la question de ce que ça suppose pour les conditions de production même des journalistes. Et ça renvoie davantage au second axe, qui est la question de la financiarisation. Vous comprenez bien que si une partie de la presse est gérée par des intérêts capitalistiques, eh bien ces mêmes intérêts, ces mêmes propriétaires ont tendance eux aussi à gérer les entreprises de presse comme ils gèrent d'autres entreprises à vocation lucrative.
Et donc, sous cette logique capitalistique, ça conduit également aussi à ce que le travail des journalistes soit sous l'objet d'une marchandisation, que ce soit dans le cadre de l'information, comme dans le cadre de la culture d'ailleurs, et qui a des conséquences directes sur la manière dont ensuite les journalistes sont libres ou pas de travailler, sauf que souvent ils le font beaucoup plus dans l'urgence, dans la recherche du scoop, etc., qui a des conséquences directes ensuite sur la qualité de l'information. Quelques exemples de cet effet de la financiarisation, c'est peut-être celui à aller chercher dans le poids, l'influence des annonceurs, c'est-à-dire les grandes marques qui cherchent à caler des publicités dans les différents médias. J'ai ici quelques exemples, par exemple celui, certains les connaissent bien, mais là on est en 2012, c'était à l'époque où François Hollande était à la présidence de la République et avait émis le souhait de remonter la fiscalité sur les grandes fortunes, ce qui avait motivé cette déclaration de Bernard Arnault, comme quoi il allait probablement délocaliser ses entreprises dans des endroits, et notamment dans des pays où la fiscalité était moins élevée. Ce qui avait donné l'objet de cette une de Libération, avec une expression que vous reconnaîtrez peut-être, qui vient d'un autre président, qui en ce moment est inquiété par la justice. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus, mais qui avait eu des conséquences directes pour le journal Libération, puisque Bernard Arnault, à la tête du groupe LVMH, avait intimé des représailles, c'est-à-dire la suppression de leur budget publicitaire qui allait en direction de Libération. Ce qui représentait, et c'est Le Monde qui l'avait chiffré, un manque à gagner entre 150 000 et 700 000 euros de manque à gagner. Autre exemple, ça vous pouvez le retrouver dans le documentaire Media Crash, produit par Mediapart et Première Ligne. Vous avez le témoignage d'une journaliste qui s'appelle Maureen Grisot, qui était correspondante à l'époque pour Le Monde à Abidjan, et qui avait sorti cet article en septembre 2014 sur les intérêts de Bolloré en Afrique, et notamment les intérêts portuaires et ferroviaires. Et puis aussi les inquiétudes qu'il avait auprès de la justice des pays, de ces pays d'Afrique de l'Ouest. L'article est sorti en septembre 2014 et Maureen Grisot raconte dans le documentaire Media Crash qu'elle rentre à Paris ensuite et qu'elle rencontre le directeur du bureau Afrique du Monde qui va l'interpeller dans les couloirs du Monde et lui dire « Tu ne te sens pas trop mal d'avoir coûté 12 millions d'euros au journal ». Sous-entendu, du fait de la publication de cet article, le groupe Bolloré ayant été assez courroucé par le fait qu'on révèle à la fois ses intérêts en Afrique, mais aussi les éventuelles plaintes au niveau juridique qui étaient posées contre lui, a décidé également de retirer ses budgets publicitaires du groupe Le Monde. 12 millions d'euros, vous imaginez qu'en termes de fonctionnement dans un journal, ça n'est pas rien, quoi. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais faire une petite synthèse et puis j'arriverai sur les propositions de transformation pour ensuite vous donner la parole. En résumé, nous, on s'attaque à la question de la concentration et de la financiarisation, ou plutôt qui est une conséquence de la propriété capitaliste des moyens d'information, en ce sens où cela amène, où cela contraint les journalistes à être sous des objectifs de rentabilité, des contraintes commerciales, notamment dans cette dépendance aux recettes publicitaires. Le fait qu'il y ait une concurrence pour aller justement capter de plus en plus de recettes publicitaires, puisque c'est aussi ce qui permet à l'heure actuelle à la plupart des médias de continuer à fonctionner, en dehors d'autres sources de financement sur lesquelles on pourrait revenir bien sûr. Mais le fait qu'ils soient dans des rapports de concurrence, ça les amène aussi à être dans des logiques aussi de management et de gestion de ces entreprises de presse qui sont souvent sous le cas de l'austérité budgétaire. Je pense notamment, et j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, on parle en ce moment du plan social dans le groupe Prisma qui est possédé par Bolloré. C'est près de 260 emplois qui sont menacés. Et j'ai eu d'autres questions aussi sur lesquelles j'ai assez peu de réponses, mais peut-être que certains en ont, sur des rumeurs de plan social au sein de Ouest France notamment. Cette concentration et cette financiarisation, elles ont des conséquences sur le travail des journalistes en ce sens où ils ont des injonctions à produire de plus en plus de contenu dans des temps de plus en plus restreints, et ce qui a évidemment une incidence sur la manière dont des genres journalistiques assez prestigieux comme l'enquête, le reportage, sont souvent sacrifiés, notamment au profit par exemple d'une autre catégorie qui est très très largement instrumentalisée, qui sont les faits divers notamment. C'est plus 73% de mémoire entre 2006 et 2016 selon l'INA.
Ça induit une forme de précarisation du métier, avec notamment le salaire moyen des journalistes, si on s'en réfère aux chiffres de la Commission de la Carte qui ne cessent de diminuer. Mais c'est aussi une précarisation des conditions de travail, avec par exemple aussi la tentative de suppression ou de démantèlement du service information sociale à l'AFP à la fin des années 90, début 2000. Et ça a des conséquences évidemment sur le plan éditorial, et c'est notamment la disparition de l'enquête sociale, avec toute une série de profils journalistes qui étaient proches des mouvements sociaux, proches des mouvements syndicaux, et qui ont été petit à petit remplacés par des journalistes qui ont plus une visée économique en lien avec les questions de rentabilité, etc. Je vous renvoie notamment aux travaux de Sandrine Lévesque, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Pour terminer, face à ce constat un peu démobilisant, y a-t-il des contre-feux? Oui, heureusement, ils existent, et on est sur un festival des médias indépendants, donc comment ne pas déjà renvoyer un peu rendre compte de l'état de la diversité de cette presse indépendante qui est souvent un peu méconnue. Je vous renvoie à la carte de la presse pas pareil, donc qui est éditée aujourd'hui par l'Âge de Fer, journal qui est basé à Citeron et qui est également présent au village des médias indépendants. Carte qui avait été reprise puisque l'appellation presse pas pareil venait au départ d'un autre journal qui s'appelait Le Ravi, qui était basé à Marseille et qui malheureusement depuis a disparu. En marge de ces médias indépendants, je vous l'ai dit, à Acrimed, on ne fait pas que de la critique des médias, on essaye aussi de formuler des propositions que l'on soumet au débat public, au débat politique, des propositions que je vous invite à aller découvrir en détail sur le site, et dont je vous livre un petit résumé sur lequel je vais terminer. C'est évidemment de prendre des mesures pour lutter contre cette concentration et cette financiarisation, en interdisant par exemple aux groupes dépendants de commandes publiques, dont je vous ai parlé, de posséder un média, et en interdisant à une personne de posséder plus d'un média. On verra que ça n'est pas si lointain d'une législation qui était pourtant la nôtre, qui était celle issue du Conseil national de la résistance au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment, en deuxième point, soutenir les médias indépendants et à but non lucratif, donc dont le but n'est pas de faire du profit, en leur réservant, par exemple, en refléchant les aides à la presse. Ça demanderait une réforme des aides à la presse, évidemment. Ça serait également l'objet de renforcer l'audiovisuel public. Et vous savez que ces derniers temps, on a été dans un débat assez houleux autour de ça, notamment à l'initiative d'une commission parlementaire qui prétendait faire la lumière sur la neutralité de l'audiovisuel public, donc libérer et renforcer l'audiovisuel public en le libérant des contraintes commerciales, de sa tutelle politique, tout en le garantissant un financement pérenne. À l'époque, on avait par exemple proposé de déprivatiser TF1, puisque, j'y reviendrai éventuellement s'il y a des questions là-dessus. C'est également protéger l'indépendance des rédactions en créant un statut juridique pour celles-ci qui donnerait véritablement aux journalistes le pouvoir, leur véritable pouvoir éditorial face aux choix des directeurs de rédaction ou face aux choix des actionnaires majoritaires. C'est garantir le droit d'informer en empêchant notamment les procès-bâillons et les entraves policières. Je vous renvoie à la présentation de l'OFALP notamment, qui est présente aussi sur qui a un stand également au village des médias indépendants et qui présentait son premier rapport sur les atteintes à la liberté de la presse récemment, il y a près de 2 semaines. Enfin, mettre en place des instances de régulation démocratique avec de vrais pouvoirs. Vous l'aurez compris, en l'objet, c'est une critique de l'actuel Arcom, par exemple, et de l'ancien CSA. Assurer un pluralisme effectif de l'information et développer une véritable éducation critique aux médias. L'idée étant véritablement autant de chantiers, de propositions que nous soumettons au débat public et dont nous appelons les forces politiques, mais aussi les forces syndicales, le mouvement social à s'en emparer, mais aussi les usagères et usagers des médias que vous êtes tous, que nous sommes tous, peu ou prou, de s'emparer de ces questions-là, pour qu'elles émergent dans le débat politique, pour qu'elles avancent un peu plus et que nous puissions enfin avoir des conditions pour une presse libre, indépendante et qui puisse produire effectivement des contenus de qualité. Je vous remercie et je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Et c'est parfait parce qu'il reste un petit quart d'heure. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'avais juste une question. Olivier Legrain, qui avait pour projet de créer la Maison de la Presse libre, ou des médias libres, pardon, c'est peut-être mis en péril, mais en tout cas, je me demandais juste, c'était quoi votre opinion là-dessus par rapport à un milliardaire, mais qui se met au profit de médias
plutôt de gauche et plutôt indépendant, est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner ou que ça ne peut pas fonctionner de base parce que c'est un milliardaire ou un millionnaire qui investit dans plusieurs médias à la fois? Merci de votre question. J'ai eu un peu sensiblement la même hier vis-à-vis de Mathieu Pigasse. Et notamment du fait que aujourd'hui, on a La Dernière, on a La Riposte, on a des contenus effectivement qui sont un peu plus rentre dedans sur cette question, y compris qui paraissent assez indépendants de l'actionnaire majoritaire. Pour y aller franco, bien sûr qu'on peut saluer ce genre d'initiative, en tout cas que des intérêts privés, par exemple, tentent de favoriser la question de la presse indépendante, c'est toujours louable. En revanche, et vous vous en doutez probablement, du fait d'un endroit relativement radical que l'on essaye d'exprimer, nous ne pensons pas, nous, que le salut viendra des millionnaires de gauche. Mais que c'est davantage le fonctionnement structurel et notamment cette question de la concentration et de la financiarisation dont il faudrait extraire le secteur des médias. Ça passe effectivement, évidemment, par un questionnement sur le financement. Encore une fois, c'est peut-être louable que des millionnaires puissent investir de l'argent dans des médias indépendants, mais ça ne modifie pas structurellement cet écosystème de la presse et la manière dont il est justement galvanisé par des logiques financières. Donc on serait davantage enclin à justement faire en sorte que, à nouveau, ça devienne plus une question politique, mais comme ça l'est déjà un peu, que ce soit au sein du débat public, mais aussi si on s'en réfère aussi aux dernières initiatives, j'allais dire institutionnelles. Il y a eu plusieurs commissions parlementaires. J'ai mentionné celle de l'audiovisuel public qui est problématique, mais vous aviez eu autrefois, en 2024, juste avant l'attribution des fréquences sur la TNT, une commission sur l'attribution des fréquences de la TNT menée par le Parlement. Vous aviez eu en 2021 une commission sénatoriale qui s'était posé des questions sur la concentration des médias et qui constatait que c'était véritablement un problème. Sauf qu'après, au moment des recommandations et de la manière dont ensuite elles sont traduites et mises en œuvre, c'est là où le politique en général démissionne complètement, quoi. Et d'ailleurs, j'ai mentionné tout à l'heure, vis-à-vis du premier point, le fait qu'on avait déjà une législation assez ambitieuse au sortir de la Seconde Guerre mondiale grâce au Conseil national de la résistance. Cette législation, ce qu'on constate, c'est qu'elle était progressivement dévoyée, modifiée, en tout cas par les ordonnances de 84 et 86, et qui ont contribué notamment à relever les seuils de concentration et à aboutir à cet état de fait qu'on présente sur la carte. Donc nous, c'est véritablement sur ces structures-là qu'il faut agir, et c'est en cela que l'on dit qu'on mène une critique radicale, c'est l'idée de revenir à la racine du problème, et la racine, c'est effectivement la question du financement. Cela suppose justement d'agir sur plein d'autres plans qui concernent le financement des médias. J'ai nommé notamment les aides à la presse, mais pourquoi pas aussi la répartition des budgets de publicité. Certains évoquent la possibilité, par exemple, d'aller prendre une ponction sur les budgets de publicité. Aujourd'hui, c'est près de 18 milliards d'euros concernant tous les médias confondus, qui pourraient, par exemple, financer une partie des médias indépendants. C'est une des pistes. Mais donc voilà, encore une fois, de manière synthétique, tant mieux qu'ils existent, mais selon nous, le salut ne viendra pas d'eux. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. Par rapport à toutes ces propositions de transformation que vous proposez avec Acrimed, comment vous pensez que ce sera possible de mettre en place cette transformation ? Vaste question. Déjà parce que vous allez ici, tous en sortant de la salle, adhérer massivement à Acrimed et qu'on va devenir un nombre incroyable d'une force de pression phénoménale. Non, je plaisante, mais enfin si, je plaisante qu'à moitié. C'est-à-dire que l'idée, quand on a créé cette association, c'était justement de lancer un vaste front politique sur cette question. Et aujourd'hui, on peut tout de même se satisfaire que cette question des médias ait un peu plus émergé dans le débat public. La question de la concentration, notamment, la carte, aujourd'hui, reçoit un engouement assez fort. Et donc, c'est signe que, quelque part aussi, il y a une réceptivité un peu sur ces questions et ce que cela pose dans la production de l'information. Notamment aujourd'hui un peu dans l'urgence à la faveur de Bolloré et de Sterrin, mais voilà, il ne suffira pas juste d'en finir avec Bolloré et Sterrin pour résoudre cette question-là.
Donc effectivement, il faut qu'il y ait plusieurs forces qui puissent s'en emparer. Et c'est pour ça qu'on parle de faire de cette question des médias, ou refaire de cette question des médias une question politique. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des forces qui sont engagées dans une forme de lutte politique puissent mettre cette question à l'agenda de leur réflexion. Ce sont les partis politiques, mais c'est aussi les syndicats qui parfois se posent assez peu cette question et parfois viennent nous chercher justement pour une forme d'information sur quelle attitude adopter face aux médias, parce que parfois ils se rendent compte que si tant est que ce soit la manière de communiquer autour de leurs combats, etc., bien souvent aussi la manière de restituer ces combats est un peu caricaturale, tronquée, etc. Donc c'est encore une fois que les politiques s'en saisissent, que les syndicats, mais que les citoyens aussi poussent sur cette question, notamment, pourquoi pas, faire des signalements à l'Arcom, enfin, même si j'ai dit qu'on était très critique aussi de son rôle et de ses missions, enfin de sa composition notamment, mais il faut bien évidemment des relais politiques, que certaines forces s'en saisissent. C'est le cas aujourd'hui de certaines formations qui reprennent en l'état d'ailleurs certaines de nos propositions. Vous l'imaginez bien, ce sont plus des formations plutôt situées à la gauche de gauche. Mais rappelez-vous, à l'époque, en 2017, c'était François Bayrou, notre ancien Premier ministre, qui sur le plateau de TF1 avait justement questionné face à Claire Chazal cette question de la propriété de Bouygues et ses liens avec... la propriété de TF1 par Bouygues et ses liens avec les marchés publics et notamment la construction d'infrastructures publiques. Claire Chazal avait assez peu apprécié qu'on en fasse ça sur le plateau du 20h de TF1. Mais c'est pour dire que finalement c'est une question qui dépasse largement aussi les secteurs progressistes et de la gauche de gauche et qu'il est possible de la mener, y compris au sein de secteurs dont on ne s'y attendrait pas. Évidemment, dans l'idéal, cela suppose quand même une vaste transformation politique aussi, et donc un combat politique qu'il faut pouvoir mener aussi probablement dans les urnes. Je pense à un autre projet dont vous aviez peut-être entendu parler, qui est le projet pour une presse libre qui avait été formulé par Pierre Rimbert, qui est... en tout cas, si vous ne connaissez pas, ça date de 2016, si je ne me trompe pas. Ça avait été formulé dans le monde diplomatique. Et l'idée est un peu d'étendre le mécanisme de la cotisation sociale pour créer une sécurité sociale des médias, en fait. C'est de partir un peu de la réflexion de Bernard Friot, par exemple, de partir de ce qui est déjà là, c'est-à-dire justement le mécanisme de la cotisation que l'on connaît vis-à-vis de l'assurance chômage, de l'assurance retraite, de la santé, de pourquoi pas l'étendre aussi à une cotisation qui permettrait de financer non pas des médias capitalistiques qu'il faudrait déconcentrer, mais des médias indépendants et qui soient justement indépendants des logiques de concurrence, de recherche de l'anonymat, etc. Mais évidemment, je vais y arriver, c'est dimanche matin, pardon, ça n'adviendra pas si on reste assez peu dans ce combat. Il appartient à ce que tous vous rejoigniez Acrimed et que vous portiez cette question, notamment. Bonjour, j'aurais une question aussi sur la concentration qui a lieu aujourd'hui dans l'édition, qui pose aussi un vrai problème par rapport à effectivement l'indépendance de l'information. On s'aperçoit que Kretinsky ou Bolloré sont en train d'investir beaucoup dans l'édition. Ils possèdent aujourd'hui, je crois, la moitié de l'édition française. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, je me permets de vous afficher une ressource qui est également édité par Le Monde Diplomatique, Le Vent se lève et l'édition Agone, et qui revient justement sur la question de la concentration dans le secteur de l'édition. Évidemment, c'est très problématique, puisqu'aujourd'hui, de mémoire, Bolloré possède près de 60% de l'édition de manuels scolaires. Donc c'est aussi la manière dont... Alors que, justement... Bolloré, à l'époque, devant la fameuse commission sénatoriale de 2021 dont je vous ai parlé, avait prétendu tout bonnement, drapé d'une auréole sur la tête probablement, que s'il achetait des médias, c'était de manière totalement désintéressée sur le plan idéologique. On sait que c'est faux, on sait qu'il a menti depuis et qu'il devrait d'ailleurs être probablement traduit en justice pour ça, car c'est un délit, puisqu'on a appris dans d'autres ouvrages, notamment une biographie qui lui a été consacrée, que oui, il achète des médias.
et pas que, de l'édition et tout ça, pour servir son combat idéologique, et qui est un combat dont vous le savez, qui est plutôt sur des thématiques assez rances. Et donc c'est véritablement problématique, hein, puisque vous avez parlé, alors moi j'ai mentionné sa prédation dans le domaine des médias, vous avez mentionné sa prédation dans le domaine de l'édition, mais rappelons aussi qu'il a racheté récemment, il y a près d'1 an et demi je crois, les cinémas UGC, qu'il est propriétaire de l'Institut CSA, le même Institut CSA dont on retrouve les sondages commandés par CNews. Donc vous voyez comment tout ça fait boucle. Et le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, et d'ailleurs j'emprunte les mots de Salomé Saké dans son petit opus Résister. Elle dit que le problème de l'écosystème Bolloré, c'est qu'il sert de chambre d'écho à lui tout seul en fait. Vous avez par exemple le matin des travailleurs du groupe Bolloré qui vont épier un peu dans la presse le moindre fait divers dont l'auteur pourrait éventuellement avoir un rapport avec l'immigration ou un nom à connotation étrangère. Europe 1 va en faire ses choux gras dès le matin, CNews va suivre dans la foulée, dans la journée, à faire du commentaire tout autour de ça, et le week-end, le dimanche, c'est en version papier le JDD qui va interpeller les politiques à agir sur ce domaine-là. Et cette conséquence, ce bruit médiatique généré depuis la sphère Bolloré, elle a pour conséquence que l'ensemble du champ journalistique se sent obligé ensuite de se positionner par les polémiques lancées par le champ Bolloré. Et c'est là où c'est véritablement problématique, puisque ça a conduit effectivement à une extrême droitisation du débat public. Je suis revenu à la question des médias. Je suis assez peu compétent pour parler d'édition. Je vous ai affiché cette ressource, mais les logiques procèdent la logique est la même quelque part, quoi. Et c'est évidemment aussi très très questionnant que Bolloré, mais comme d'autres, hein, que le secteur de l'édition soit lui aussi dominé par des logiques capitalistiques, où parfois c'est plus justement c'est soit la logique justement économique qui domine, soit une logique idéologique, et c'est notamment aussi le fait que certaines grandes marques d'édition maintenant aujourd'hui éditent des prétendus penseurs qui sont plutôt issus de l'extrême droite, quoi. Donc bien sûr c'est problématique. Oui, moi c'était plus par rapport à l'éducation aux médias, du coup l'éducation critique aux médias. Je sais pas trop comment la formuler, mais comment on fait, à partir de quand, qu'est-ce qui est proposé en gros? Il y en aurait pour des heures à le dire. Ouais, je m'en doute. Non, c'est-à-dire que, alors, et ça me permet de faire un point quand même, parce que c'est vrai que nous, on a souvent des demandes à cet endroit-là sur des gens qui viennent nous chercher, notamment des enseignants, pour nous demander d'animer des ateliers d'éducation aux médias. Il se trouve que moi, j'ai un peu les deux casquettes, puisque je suis salarié d'Acrimed, mais je suis aussi certifié et formateur en éducation aux médias. Or, c'est pas tout à fait la même posture. Acrimed a volontairement une posture de transformation sociale. C'est une association militante dont l'objet est d'investir le débat politique pour essayer de modifier cet état de fait, notamment la concentration des médias et tout ce que j'ai dénoncé par ailleurs. Pour autant, on peut se réjouir qu'il y ait beaucoup d'initiatives d'éducation aux médias qui existent. Je pense par exemple à la semaine de la presse et des médias à l'école, où les enseignants, pendant des années, et puis encore maintenant, reçoivent des journalistes des médias traditionnels pour décrire la fabrique de l'information. À mon sens, à notre sens, cette éducation aux médias, c'est bien qu'elle existe, mais elle est trop peu critique vis-à-vis de l'écosystème même, du fonctionnement même du champ médiatique. Donc c'est en cela que... si vous voulez, la question de l'éducation aux médias, elle a beaucoup émergé plutôt dans le débat public français en 2015, après les attentats notamment contre Charlie Hebdo, où la puissance publique s'en est saisie, et notamment le non-respect de la minute de silence. Et donc il y a de nombreux programmes qui ont été lancés. Je pense aussi à des médias qui s'en sont saisis, hein, France Inter notamment, et qui ont laissé des initiatives qui sont louables, tant mieux qu'elles existent, moi je m'en satisfais. Le problème, c'est qu'encore une fois, à mon avis, elles n'intègrent pas assez la question des médias traditionnels comme partie prenante de ce problème-là. Il y a beaucoup, dans certaines lignes directrices de ces programmes d'éducation aux médias, l'idée de lutter avant tout contre les fake news et le complotisme, en partant du principe et du présupposé que c'est surtout les classes populaires et les adolescents qui sont massivement exposés. C'est pas vrai.
toutes les enquêtes de sciences sociales montrent que c'est un phénomène qui traverse l'ensemble de la société, que même les gens les plus haut placés, que ce soit nos politiques, et je vous renvoie aussi au rôle des médias traditionnels ces derniers temps sur la propagation de fake news, que ce soit vis-à-vis de ce qui s'est passé en Palestine, vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de le commentaire de la propagande de guerre entre Israël, les États-Unis et ce qui se passe en Iran, mais également, je vous renvoie au tout dernier épisode sur les imputations de Rima Hassan, cette camée. C'est notamment l'objet de notre dernier article, et je vous incite à aller voir le montage vidéo qu'on a fait sur les dispositifs journalistiques là-dessus. C'est assez dramatique. Tout ça pour dire que, encore une fois, voilà, une éducation critique aux médias, ça suppose, selon nous, d'intégrer aussi, de dire que, bien sûr, les médias traditionnels sont importants, puisqu'ils restent une source d'information parfois intéressante, et qu'il faut pouvoir croiser tout ça, notamment par rapport à ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux numériques. Mais cela n'empêche qu'on a vocation aussi à pouvoir les critiquer, puisqu'ils continuent à donner le là aussi sur la construction du débat public. Ils ont différents pouvoirs, notamment le pouvoir de mise sur agenda, de stigmatisation, de consécration, qu'il faut pouvoir interroger. Et nous aussi, on pense qu'il faut pouvoir aussi interroger, avant tout aussi, l'économie des médias, puisque c'est ça qui conduit aujourd'hui à de la malinformation, et qui conduit par la suite aussi aux fake news et aux théories conspirationnistes, etc. Donc c'est une réponse un peu rapide, mais je crois qu'on est pressé par le temps. Il est presque 11h10, donc si jamais Edwin, tu as plus de questions, viens au stand et puis on en parlera ensemble. J'ai 11h10, hein. Alors, si vous avez davantage de questions, effectivement, on est en salle Melleté à Crimed. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, venir adhérer à l'association, acheter nos productions, et on pourra développer aussi, bien évidemment, beaucoup plus que lors de ces 40 minutes qui sont un peu courtes pour parler de tout notre travail. Je vous remercie. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 à Rennes.